Vous savez, dans le monde des comics, quand on nous parle d'histoires qui ont défini un personnage dans la manière dont le grand public le perçoit, même en dehors des lecteurs, il y a un paquet de comics qui peuvent nous venir en tête. Batman année 1, Superman Man of Steel, Wonder Woman de George Pérez. Je vais aussi citer des comics Marvel d'ailleurs pour pas faire de jaloux. Il y a le Daredevil de Miller, le Thor de Simonson, les X-Men de Claremont. Bref, il y en a plein. Mais ça, c'est pour les grands classiques qui sont tellement marquants que ça en devient les fondations du personnage sur lesquelles se basent les futures adaptations. Quand elle respecte le personnage, parce que le MCU, quand il faut adapter quelque chose de bien, y a pas grand monde, mais quand il faut faire du meilleur méchant de Thor un clown dans un film de merde, là ça se bouscule au portillon, et derrière on se retrouve à devoir argumenter avec des personnes qui ont pas ouvert un comics de leur vie et qui affirment qu'ils connaissent le personnage avec pour seul argument je vois la télé, je suis quand même pas con, je vois la télé comment ça se passe. Mais détendons-nous, car j'aimerais aussi citer quelques exemples un peu plus personnels. Vous savez, le genre d'histoire qui définissent notre amour pour un personnage sans pour autant être considéré comme classique absolument ultime et intemporel des comics. À titre personnel, je pourrais vraiment en citer beaucoup. Mais je pense que les premiers qui me viennent en tête, c'est clairement Green Lantern Rebirth pour Hal Jordan, le Moon Knight de Jeff Lemire ou encore Arline de Stepan Sejic. Vous savez, c'est vraiment ce genre de comics où vous vous dites « Bordel, mais il est incroyable ce personnage en fait. Amenez-moi tous ces comics sur le champ, je vais tous les lire. » Allez, let's go! Et bien c'est de ce genre de comics dont on va parler aujourd'hui. Et vous avez vu la miniature, on va parler du Punisher. Un personnage vraiment incroyable, ultra apprécié par les fans de comics Marvel, mais pas que. C'est un personnage qui aujourd'hui a largement dépassé son statut de personnage de simple bande dessinée pour devenir un personnage de la pop culture en général. Franchement, on reconnaît son symbole partout, et c'est un personnage qui ne laisse vraiment personne indifférent. Et justement, j'ai commencé cette vidéo de la pire des manières possibles. Il y a un truc à savoir sur moi, c'est que, de manière générale, je n'aime pas les comics du Punisher. Ok. Calmez-vous les fans du Punisher, ne sortez pas les fourches et les torches pour venir me régler mon compte. Mon point de vue sur le personnage, de base en tout cas, est que je le trouve vraiment intéressant. Je trouve que c'est un personnage vraiment particulier au sein de l'univers Marvel qui offre aux différents scénaristes qui travaillent dessus des possibilités vraiment hyper intéressantes sur le papier. D'ailleurs, je pense vraiment que si un scénariste arrivait à rentrer dans sa tête pour expliquer pourquoi le personnage fait ce qu'il fait, ça pourrait vraiment être incroyable. En tout cas pour moi et pour mes goûts, j'entends. Mais de tous les comics du Punisher que j'ai lus, et j'en ai lu un petit échantillon, j'en ai pas lu énormément, mais quand même, en fait, je trouve la quasi-intégralité de ce que j'ai lu inintéressant. Juste ouais, c'est exceptionnel comme article. 92 centimes. J'en ai rien à foutre. Je suis pas en train de dire que tout ce qui a été écrit sur le personnage depuis la création du personnage est nul, loin de là. Parce que je vois ce que les fans du perso trouvent à ces histoires. Je peux comprendre pourquoi on peut les aimer. Les adorer même. Trouver qu'elles sont les meilleurs trucs que Marvel ait jamais écrits. Franchement, elles sont objectivement de bonne qualité, mais à titre purement personnel, elles ne m'intéressent vraiment pas du tout. D'ailleurs, si vous avez des conseils lecture autres que les différents runs d'Ennis, parce que j'ai peut-être juste un problème avec son écriture, je prends, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Moi, je veux pas avoir raison, prouvez-moi que j'ai tort. Tout ce que je veux, c'est lire des bons comics. Mais vous avez lu le titre de la vidéo, vous avez vu sa durée, alors de quoi vais-je pouvoir bien parler pendant tout ce temps si j'aime pas les comics du Punisher? Eh bien parce que parmi toutes ces histoires que j'ai pu lire, il y en a une qui m'a laissé complètement sur le cul. Une qui arrivait enfin à travailler le personnage dans le sens où je l'attendais et qui allait encore plus loin que ça. Et mon appréciation de cette histoire a en fait comme point de départ une question. Parce que selon moi, au cœur des comics du Punisher se trouve une question fondamentale qui a intrigué les fans du personnage depuis super longtemps. Comment un homme qui semble en apparence ordinaire, un simple soldat américain déployé au Vietnam, est-il devenu le légendaire justicier brutal connu sous le nom du Punisher, prêt à tous les extrêmes pour combattre le crime? Parce qu'à force de voir le personnage apparaître, que ce soit dans nos comics ou bien dans les différentes adaptations en film ou en série, bordel, il a eu le droit à 3 films différents, je viens d'en apercevoir, avec à chaque fois un acteur différent en plus, et tous archi critiqués. Je suis vraiment choqué. C'est plus de la malchance à ce niveau-là. Franchement, heureusement que la série est sortie pour rattraper le tout, mais ces adaptations, elles ont au moins servi à quelque chose, c'est que je pense que l'inconscient collectif a fini par nous faire croire qu'on connaissait la réponse à cette question. Et oui, le fameux « sa famille s'est fait tuer à Central Park lors d'un règlement de compte entre mafieux ». C'est un principe de départ simple, quelque chose que tout le monde peut comprendre, et c'est d'ailleurs un point de départ qui est souvent utilisé pour énormément de personnages de comics. Batman a perdu ses parents et se lance dans sa quête pour sauver sa ville en éradiquant le crime. Peter Parker est devenu Spider-Man en se faisant piquer par une araignée. Pour le Punisher, le concept est même tellement simple et efficace qu'on pourrait le ranger dans la fameuse catégorie des high concepts hollywoodiens. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, le high concept est un type d'œuvre artistique qui peut être facilement présenté avec une prémisse succinctement énoncée.
On peut le contraster notamment avec le low concept qui se préoccupe davantage du développement des personnages et d'autres subtilités qui ne sont pas aussi facilement résumables. Un film dit à high concept entre guillemets est un film qu'on peut facilement pitcher et qui a souvent une phrase d'accroche que n'importe quel individu peut comprendre et imaginer instantanément dans sa tête. Pour vous donner des exemples de ce genre de film, je pourrais commencer avec en premier lieu Hunger Games. On enferme 24 adolescents dans une arène, le dernier qui sort en vie gagne. En deuxième, je peux aussi penser à Cube. On enferme des personnes dans un cube et ils vont essayer de s'échapper. Et forcément, en troisième, le grand classique, film culte parmi les films cultes et rentré à jamais dans la pop culture, je parle évidemment de Jurassic Park, avec un high concept très simple, et si quelqu'un arrivait à faire revivre des dinosaures et ouvrir un parc avec. Et le concept peut être utilisé dans absolument tous les médias, et il a d'ailleurs été très bien utilisé notamment dans les séries télé, avec le cultissime Prison Break qui a comme high concept, son frère est accusé à tort et va être exécuté, il va se faire enfermer avec lui pour le faire évader. Forcément, je dois citer Walking Dead, qui est un des high concepts les plus basiques, mais aussi un des plus utilisés de l'histoire, qui est qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une invasion de zombies de nos jours. Et on pourrait aussi penser à plus récent, avec Black Mirror, dont une bonne partie des épisodes ont des pitchs de high concept dystopiques de manière générale. En fait, toute la subtilité des high concepts se joue dans comment le concept va être utilisé en lui-même par la suite. Comment l'histoire va être écrite. Est-ce qu'il y aura un twist, quelque chose en plus? Comment seront traités les personnages? En gros, mon point est de dire qu'en fait, un high concept ne veut pas tout dire sur une œuvre et surtout, ça ne veut pas dire qu'elle va être de mauvaise qualité, bien au contraire d'ailleurs. Mais plutôt que c'est un concept qu'on peut vendre facilement aux spectateurs, aux lecteurs et développer l'idée plus en profondeur par la suite. Du coup, le concept de base du Punisher est hyper simple. Il a perdu sa famille à cause des criminels, il va chercher à les éradiquer. Et d'ailleurs, de manière générale, le Punisher peut même clairement être catégorisé, à la base en tout cas de sa création, dans la catégorie de ce qu'on appelle des vigilantes. Le film d'autodéfense ou vigilante movie est un genre de film dans lequel le protagoniste pratique l'auto-justice. Les films d'autodéfense sont généralement des films de vengeance dans lesquels le système judiciaire fait défaut aux protagonistes, ce qui les amène à devenir des justiciers. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment l'impression que je viens littéralement de vous décrire les comics du Punisher de manière littérale. Pour vous donner des exemples qui j'espère vous parleront pour vous aider à mettre bien le doigt sur le concept, on peut penser à des films tels que Sicario de l'immense Denis Villeneuve. Pitié, je vous en conjure, regardez la filmo de Denis Villeneuve. Tous ces films, voilà, pas de conseils de plus, allez-y. Je vous le répéterai tant que j'aurai du souffle. Mais du coup, Sicario a un excellent exemple de vigilante dans son film avec le personnage d'Alejandro interprété par Benicio del Toro. En plus connu et surtout qui est rentré dans la pop culture, on peut évidemment citer John Wick de Chad Stahelski avec Keanu Reeves et forcément difficile de pas citer le très bon Taken de Pierre Morel avec Liam Neeson dans le rôle du vigilante du film. Tous ces exemples dont je viens de parler, c'est des personnages qui intrinsèquement ressemblent un peu au Punisher dans leur fondement et dans leurs archétypes en fait. Parce qu'en fait, le Punisher est, dès le départ, du moins le moment où le personnage est révélé et commence à avoir des séries en solo, j'entends bien évidemment. Il est très catégorisé et comme on vient de le voir, dans deux genres très précis, dont un qui est régi par plein de codes. Le perso, il est littéralement enfermé dans son genre. Ça doit être chiant à travailler pour un scénariste, bordel. C'est insupportable! Et ces contraintes qu'on va avoir l'habitude de retrouver dans ce genre d'histoire, c'est souvent avec un héros violent qui semble au-dessus des lois. Ou du moins, elles ne semblent pas l'intéresser. Globalement, on est sur des frérots, ils en ont rien à foutre, hein. Le tout avec un protagoniste qui a toujours de bonnes raisons, selon son point de vue évidemment, de justifier ses actes, et évidemment, il y a la partie vengeance. Mais la chose la plus importante de ces histoires, en tout cas quand elles sont des films, c'est que le protagoniste doit subir une immense perte ou une immense injustice dès le début du récit pour derrière pouvoir justifier ses actes. L'idée est qu'en tant que spectateur, même si on n'approuve pas forcément les méthodes utilisées et la finalité en soi, on peut comprendre pourquoi, en tout cas au point de départ, la personne agit comme il ou elle agit et du coup, pour reprendre mes 3 exemples, et attention, je vais spoiler légèrement le pitch des films, donc passez à ce timecode si vous voulez éviter tout risque de spoil, même minime. Globalement, je vais très peu spoil, mais je préfère prévenir, on sait jamais. Dans Sicario, le personnage d'Alejandro a perdu sa fille à cause de la guerre des cartels. John Wick, qui a vu son chiot se faire tuer par des personnes qui s'étaient introduites chez lui, et Brian Mills dans Taken, qui a vu sa fille se faire enlever pour être vendue par la suite dans un trafic d'êtres humains. Le point commun entre les trois est clair, ils veulent se venger des personnes qui leur ont causé un tort immense. Et d'ailleurs, on peut noter quelque chose d'intéressant, c'est l'innocence quasi ultime que doit avoir en fait la victime des actes en question. Dans les exemples que j'ai choisis, bien sûr, mais on peut clairement en prendre une quantité énorme d'autres personnages. Pour mes exemples, on a 2 jeunes filles ou femmes et un chiot, et évidemment, les 3 sont représentés pour paraître le plus innocent possible, comme si un malheur ultime leur était tombé sur la tête alors qu'ils avaient rien demandé. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Et pour le Punisher, c'est la même chose. Une femme et 2 jeunes enfants sur lesquels on ne connaît pratiquement rien. Tout ça pour dire que le Punisher rentre dans des cases bien précises, mais j'ai cité des films comme exemple, c'est pas pour rien. Car à part certaines exceptions, les histoires de vigilantes sont souvent des histoires qui se veulent courtes par définition.
Car au final, soit le personnage obtient sa vengeance, soit il meurt. Mais dans tous les cas, vu les personnes auxquelles il s'attaque, ça va très vite, ça va toujours très vite. Le concept peut être rallongé comme l'a fait de manière exceptionnelle le fameux Kill Bill de Quentin Tarantino, qui s'inscrit clairement dans ce même concept en rajoutant des étapes sur le chemin de notre protagoniste avec plusieurs personnages à tuer. Mais dans tous les cas, c'est tout ce qu'on peut faire. Le concept n'a pas vocation à être poussé sur le long terme. Et c'est là où le personnage du Punisher devient une contradiction. Car, et j'imagine que vous êtes au courant, il y a un personnage d'un média qui par définition n'a pas de fin, qui existe en continu et donc ne s'arrête jamais. C'est super! Donc, pour ne pas ennuyer le lecteur, le but des différents scénaristes qui se succèdent sur les différents personnages est de trouver toujours quelque chose de nouveau à donner au lecteur. De nouveaux concepts, de nouveaux personnages, de nouveaux enjeux, toujours pousser le concept plus loin. Sauf qu'au bout d'un moment, on peut avoir fait le tour du concept et n'avoir personne sous les mains qui semble pouvoir écrire quelque chose de neuf et qui va révolutionner la vision qu'on a du personnage. Ça arrive hyper souvent dans le monde des comics. Bien trop souvent d'ailleurs, si je peux me permettre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve régulièrement avec des runs plutôt acceptables, mais qu'on a l'impression d'avoir déjà lu 20 fois. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Je pense que c'est arrivé à tous les lecteurs de comics réguliers et en particulier à ceux qui suivent très assidûment un personnage bien précis. Et bon courage à vous les refs parce que vous avez dû lire une sacrée quantité de choses vraiment pas ouf. C'est de la merde. Et c'est justement là que le concept doit essayer de se renouveler. Et c'est là qu'on vient à notre comics du jour. Parce qu'en 2004, Garth Ennis, l'auteur du comics dont je vais vous parler, a sûrement dû se poser la question suivante. La fameuse question dont je parlais au début de ma vidéo, si vous suivez toujours et vous êtes pas endormi. Réveillez-vous! On croit tous savoir que Frank Castle est devenu le Punisher le jour de cette histoire à Central Park et il a décidé de nous faire nous poser la question à nous lecteurs en nous disant « Et si au final, c'était pas le cas ?» Si la raison de la croisade sanguinaire de Frank Castle remontait à plus tôt dans sa vie. Si son histoire sanglante, qui à l'époque durait déjà depuis 30 ans dans nos comics, provenait en réalité de cette période sordide de sa vie qu'a été la guerre du Vietnam et que la fusillade de Central Park n'était au final qu'un élément de plus dans le lancement de sa croisade. Un élément qui aurait tout juste été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et si au final, ses origines se trouvaient ancrées dans l'esprit de Frank bien avant ça. Et là, on bouleverse le personnage. Là, on renverse la table et on se sort de ce concept de simple vigilante que je vous ai exposé depuis tout à l'heure. Parce que si au final, on enlève ses origines de Central Park, qui sont supposés nous faire avoir une certaine empathie comme pour les autres vigilantes, et qu'on nous explique que ce n'est pas lui qui fait passer le personnage de gentil entre guillemets, en fait à juge, jury et exécuteur tout simplement. Que nous reste-t-il du personnage au final? Ne tombe-t-il pas dans une autre catégorie de personnage qui n'est plus un anti-héros, mais tout simplement un pur méchant? Est-ce qu'on peut vraiment continuer à penser que tous ces actes sont une pure vengeance? Eh bien, pas vraiment. C'était d'ailleurs de toute façon plus trop le cas, puisque le Punisher a cette particularité de ne pas chercher uniquement la vengeance contre les auteurs du massacre de sa famille, comme les autres vigilantes, mais contre tous les criminels, dans une sorte de quête infinie. Globalement suicidaire, si on veut être honnête, parce que de toute façon, sur le très long terme, il n'y a pas d'autre fin à son histoire au Punisher. Ce qui le différencie des autres vigilantes que j'ai pu citer. Mais cette différence, on peut dire qu'elle était intrinsèque à son média d'origine des comics. Mais du coup, avec ce nouveau concept, Ennis renverse complètement la table du Punisher et nous permet de voir le personnage complètement différemment. Et va donc entamer avec ce comics un processus de transformation du personnage qui va donc changer aux yeux du lecteur. Et pour comprendre pleinement ce processus de transformation, nous allons plonger dans les horreurs de la guerre, les dilemmes moraux et les événements qui ont déclenché cette métamorphose chez Frank Castle. Et je vais donc essayer de répondre dans cette vidéo à la question suivante. Est-ce que le Punisher est bien né ce jour horrible à Central Park, ou bien était-il déjà là? Donc, tout en vous donnant des éléments de pourquoi Punisher Born est un comics exceptionnel qui mérite d'être lu, même si comme moi, on n'a pas comme personnage favori ce bon vieux Frank Castle, j'espère que la vidéo vous plaira et saura vous parler. C'est parti. Punisher Born est un comics de 4 numéros publié en 2003 avec Garth Ennis au scénario et Darick Robertson au dessin. Il y a beaucoup de défauts là. Et qui a été salué de nombreuses fois pour son traitement mature et ses dessins exceptionnels. Et il est fréquemment cité comme étant l'un des récits les plus remarquables mettant en scène le Punisher. Comme idée de départ, une idée plutôt basique en fait, parce qu'en somme, on pourrait la réduire à une phrase, raconter les origines du Punisher à la guerre du Vietnam avant la perte de sa famille. Le comics va donc nous conter une histoire où on va suivre Frank Castle lors de la fin de la guerre du Vietnam. Puisque le comic se situe sur une durée totale de 4 jours. Mais on ne suit pas que Frank Castle, on suit également tout son régiment. Ses camarades d'armes, mais ils ont une importance bien supérieure aux simples frères d'armes dans ce comics, puisqu'on suit tout le long de cette histoire, et en bonne partie, le point de vue d'un des frères d'armes de Frank, un certain Steven Goodwin, qui va tout simplement nous raconter, au fur et à mesure de l'histoire, son ressenti et son point de vue sur les événements qui se déroulent pour lui alors qu'il est soldat lors de la guerre du Vietnam avec Frank Castle comme supérieur hiérarchique. Le récit ayant pour but de nous raconter l'histoire du Punisher avant le meurtre de sa famille, Frank Castle est clairement le moteur principal de l'histoire, et c'est lui qui en fait va la faire avancer, que ce soit par ses actions ou par ses prises de décision.
Au final, Goodwin est en quelque sorte un témoin des événements, un spectateur plus ou moins à notre image de lecteur en fait. Et en fait, il va servir à nous servir de boussole morale en tant que seul personnage réellement positif du comics. Et ça, c'est déjà un parti pris intéressant, mais j'en reparle plus tard. Le premier point qui est absolument crucial à aborder concernant cette histoire est le contexte en lui-même, celui de la guerre du Vietnam. Bon, je vais être pleinement et complètement honnête, je suis pas du tout qualifié pour aborder ce sujet et ses répercussions sur les États-Unis de manière générale. Tout ce que je peux dire, c'est les bases connues et évidentes dont quasiment tout le monde a entendu parler en fait. C'est que c'est une guerre qui a profondément marqué le pays et toute une génération de personnes, soldats ou non d'ailleurs pour le coup, et pour plein de raisons différentes en fait, et notamment car c'est une guerre dont le peuple ne voulait pas, que c'est une guerre où les Américains ont perdu après avoir sous-estimé leur adversaire, et que cette guerre en fait a changé le contexte géopolitique du pays et la mentalité de ses habitants pour toujours. C'est donc dans ce contexte très particulier et très représenté dans la fiction de manière générale qu'a lieu ce comics. Donc c'est déjà un point de départ qui prouve une certaine ambition, parce que s'attaquer au contexte politique de la fin de la guerre du Vietnam aux États-Unis, et en plus tout ça du point de vue des soldats déployés sur place. Le fameux Goodwin de l'histoire dira d'ailleurs à ce sujet « Même si le monde nous méprise, même si ce conflit bouffe l'Amérique de l'intérieur, divise ses villes, jette le discrédit sur ses chefs, on ne peut pas perdre. » C'est vraiment une tâche titanesque et surtout une tâche où en fait on marche sur des œufs constamment pour essayer d'être fidèle et de représenter la mentalité de ces personnages de la bonne manière, de la manière juste. Mais surtout d'une manière fidèle à la réalité, parce qu'avec un contexte aussi réaliste et important, être le plus fidèle à la réalité, c'est absolument primordial. Donc autant vous dire que Garth Ennis, il a une sacrée paire de baloches et surtout une connaissance très pointue du sujet. Alors oui, certes, certaines œuvres bien connues et qui se déroulent dans des contextes particulièrement graves peuvent se prendre pas au sérieux en fait. On pourrait rapidement citer des exemples comme Inglourious Basterds ou encore, pour retomber sur le sujet de la guerre du Vietnam, on peut évidemment citer Good Morning Vietnam. Mais c'est clairement pas du tout l'idée de Garth Ennis avec ce récit. Ici, on traite le sujet très sérieusement, de manière hyper dramatique, avec une boussole morale quasi présente et que des personnages au penchant bien négatif. Donc c'est un travail d'autant plus complexe auquel Garth Ennis va s'attaquer, et la première chose que je peux dire en tant que lecteur, et qui n'est pas du tout familier avec la guerre en question, c'est que l'histoire n'a vraiment pas peur et aborde vraiment des sujets qui touchent à la politique notamment. On n'est pas non plus sur un plongeon complet dans le contexte sociopolitique de la guerre du Vietnam aux États-Unis, mais on en parle juste assez pour planter un décor et rendre tout le contexte réaliste, qui nous fait parfaitement comprendre, de manière brève et rapide, le bordel politique de cette époque, sans pour autant noyer son lecteur sous des tas et des tas de références qui auraient forcément fini par faire lâcher le lecteur. On est franchement sur un très bon juste milieu, et ce genre de choses, et surtout dans un comics Marvel, on rappelle. Il faut donc arriver à planter ton décor et ton concept et du coup la période dans laquelle il est, sans pour autant ennuyer ton lecteur qui à la base est pas forcément là pour ça. Alors oui, c'est vrai, on est dans la gamme Max qui se veut être une gamme plus mature. Mais tout de même, il faut donc faire ça de manière efficace pour que ton récit ait de l'impact, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça rajoute un côté vachement intéressant en fait, mais surtout très tangible au comics. On sent qu'il se veut réaliste et qu'il veut proposer bien plus qu'une simple origin story, qu'il en a encore beaucoup plus sous le pied et il va clairement nous le montrer. Le comics se paye même le luxe de donner le point de vue des combats et de la guerre du Vietnam des différents côtés de l'échiquier politique de l'époque pour nous faire saisir le plus les tenants et les aboutissants de ce conflit de manière générale, j'entends, et ce, dès le début de l'histoire en fait. Dès le début, on est les deux pieds dedans. Mais ce contexte sert aussi et surtout à nous montrer à quel point le conflit divise le pays et que c'est un véritable bordel à gérer pour le gouvernement, mais aussi pour les soldats sur place. En résumé, la guerre du Vietnam égale gros bordel pour toutes les parties impliquées, de près ou de loin. Évidemment, durant tout le récit, tout transpire la guerre du Vietnam, mais surtout les conditions de cette guerre si spéciale et les situations horribles auxquelles les soldats ont dû faire face. On se retrouve très littéralement au Vietnam avec nos personnages durant cette période si particulière et impactante de l'histoire des États-Unis. Et ça, c'est vraiment super intéressant, et encore, on n'est même pas rentré dans ce qui fait le sel de cette histoire. Un sujet que je trouve toujours pertinent à aborder dans une histoire qui parle de la politique américaine. À l'image du propos politique, en fait, c'est abordé dans une juste mesure, ça sert parfaitement son sujet et surtout les thèmes abordés par Ennis. Quand on parle de la guerre de manière générale, il y a vraiment beaucoup de choses à traiter. De sujets possibles qui s'offrent aux scénaristes, c'est un véritable bac à sable qui permet d'aborder tout un tas de propos différents. Et Garth Ennis fait un choix hyper pertinent au niveau de la temporalité, puisqu'il situe son récit en fin d'année 1971, soit au début de la fin de la guerre du Vietnam pour les États-Unis, qui s'arrêtera lors de la signature des accords de paix de Paris en 1973. Rapidement dans le comics, Frank Castle va apprendre que la base dans laquelle il se trouve, et donc qu'il dirige, plus ou moins entre guillemets, en tout cas sur le terrain,
La base, et en plus de ça, géographiquement très avancée dans les territoires ennemis, va se retrouver fermée donc et abandonnée, justement parce que c'est le début de la fin de la guerre. Et à ce moment-là, Frank se retrouve donc au pied du mur, et va devoir prendre une décision qui va devoir être en accord avec ses convictions qui ne sont évidemment pas de fermer cette base. Il va donc tout faire pour la garder ouverte et active. Et bon, qu'est-ce que vous pensez que va faire Frank à ce moment-là ? Je vous en dis pas plus sur ce qu'il va faire, pour ça il faudra lire le comics, mais disons qu'on va s'imaginer ce qu'il va faire quand on lui dit qu'on doit fermer la base et qu'en gros sa réponse c'est Non, non, laissez-le. Mais c'est certainement le premier passage du comics où on se dit que Frank c'est clairement pas la meilleure personne et ça sera vraiment pas le dernier. Autre chose qui est plutôt intéressante dans cette idée de montrer la guerre du Vietnam et d'en faire un endroit horrible pour les forces de Castle, c'est la façon dont est racontée l'histoire. En effet, l'arc est narré d'une manière vraiment bonne et nous montre les jours qui passent de manière assez évidente. Le temps étant, je trouve, une variable vachement importante dans cette idée de descente aux enfers voulue par le scénariste pour le personnage principal. Avec les jours qui passent, au fur et à mesure, ça nous permet de bien nous rendre compte du temps qu'il faut pour que l'histoire se déroule et comment tout peut changer en un claquement de doigts dans ce genre d'endroit, avec des personnages qui passent de la vie à la mort en une fraction de seconde. Je trouve qu'avoir le temps de manière mesurable dans un comics renforce sans vraiment qu'on s'en aperçoive le côté dramatique du comics. Mais de toute façon, la narration est excellente de manière générale et donne au récit une fluidité vraiment exceptionnelle qui fait que le récit coule avec une simplicité mais vraiment assez folle, qu'on est vraiment accroché dès le début et avec cette impression en fait que tout fonctionne et que tout réussit au récit. Il n'y a pas de narration inutile, pas de dialogue qui sonne faux ou qui donne l'impression d'être là que pour combler le vide. Au contraire, Ennis s'en fout. Si une page doit avoir une ou deux lignes de dialogue, elle aura une ou deux lignes de dialogue. Si une page doit avoir 20 lignes de dialogue, elle aura 20 lignes de dialogue. Ce qui importe avant tout, c'est l'histoire et ce qui est pertinent à raconter, qu'importe la manière de le raconter, tant qu'elle est réussie. C'est vraiment ce sentiment que j'ai quand je lis Born et c'est vraiment un super sentiment avec l'impression de lire une histoire incroyablement intéressante qui dure pile le temps qu'il faut, où on s'ennuie jamais. Chaque page a son importance, chaque page est utile, et ça je trouve que c'est assez fou dans le marché des comics de manière générale. Parce qu'autant vous dire qu'avec un rythme aussi bien et aussi fluide, Garth Ennis, quand il a écrit le comics, il était comme ça. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Mais une question que je me pose, c'est si on extrait Frank Castle de cette histoire, et qu'on regarde de quoi parle l'histoire. Oui, j'ai dit la guerre du Vietnam, mais laissez-moi développer. Mais justement, dans la guerre du Vietnam, il y a le mot « guerre ». Et c'est clairement là le sujet principal d'Ennis, une fois le personnage de Frank sorti du récit, évidemment. Et justement, on va voir comment ce sujet de la guerre est abordé dans le comics et quels propos il y a à en ressortir. Comme j'ai déjà dit, quand on aborde une histoire qui a comme fond une guerre, les sujets à aborder sont nombreux. Pour commencer, ils peuvent être globaux. Forcément, on parle de guerre, mais ils peuvent être aussi beaucoup plus personnels. Mais à mon avis, le meilleur choix est le choix qu'a fait Garth Ennis parce qu'en fait, il a juste pas choisi. Et ouais, il a décidé d'aborder ce qui je trouve est un des meilleurs sujets à aborder quand on parle de guerre, la nature humaine. On est clairement sur un sujet qui a toujours été utilisé de tout âge et de tout temps, mais c'est un sujet qui dans le fond est super intéressant et qui a vraiment beaucoup de choses à dire. Et peut être tordu dans tous les sens, et ça c'est vraiment intéressant. Mais ça a beau être un thème qui convient souvent mieux au récit post-apocalyptique, ça reste un thème complètement universel, abordable sur tous les récits et surtout qui convient parfaitement au récit sur la guerre. Donc Born est un récit qui part d'une guerre, donc d'un récit qui traite d'un conflit global, avec un discours sur la nature humaine, mais surtout qui va se servir de ses individualités, avec ses personnages évidemment pour porter son message. Et tout ça vient du point de départ de cette histoire, de la situation initiale, parce que le parti pris de Garth Ennis est de ne pas nous montrer les forces américaines d'un point de vue héroïque entre guillemets, loin de là, c'est pas du tout son objectif. Je dirais même que c'est presque le contraire d'une certaine manière. Ennis, il va nous parler d'une base militaire au Vietnam qui semble inutile et qui est remplie de personnes qui semblent ne servir absolument à rien en fait. En fait, je vois le scénario un peu comme une sorte d'engrenage pour Frank qui met la main dedans. En fait, il a déjà mise depuis un bon moment quand le récit commence. Et on se retrouve de plus en plus à s'enfoncer dans ses propres décisions. Mais là où dans des histoires de ce genre, on a souvent un personnage bon au départ qui peu à peu voit les choses échapper à son contrôle et se retrouve dans la merde jusqu'au cou. Et quand il se retourne, il se demande en fait comment il a pu en arriver là. À l'image de Daredevil par exemple, qui a eu souvent ce genre de situation dans les comics. Ici, c'est pas du tout la dynamique. Frank n'est pas un personnage bon au départ. Et chaque action va l'emmener un peu plus vers ce gouffre où Ennis veut l'emmener afin de raconter son histoire. Et c'est donc une dynamique complètement différente parce qu'en fait, il y a vraiment aucune vraie boussole morale dans le comics, si ce n'est le personnage de Goodwin à la limite. On se retrouve seul face à notre propre moralité, jugeant les actions de Frank et se demandant jusqu'où il va aller et ce que ça va vouloir dire pour les personnes qui l'entourent, comment elles vont réagir. Donc chaque action entraîne une réaction qui en dit beaucoup sur la nature humaine, que ce soit au travers des actions de Frank ou bien des autres personnages du récit, chacun apportant sa pierre à l'édifice pour traiter ce sujet.
Parce que le souci, c'est que Frank n'est pas seul dans cet engrenage. Il n'est pas le seul à commettre des actes répréhensibles, voire très répréhensibles. Car pour que Frank dans son esprit pense combattre l'injustice et qu'il puisse imposer sa boussole morale aux autres, il faut bien que d'autres personnes en face commettent des actes qu'il considère lui-même comme répréhensibles. Et c'est là que le questionnement sur la nature humaine a encore lieu, avec notamment tous les personnages, alliés ou ennemis, qui entourent le Punisher dans ce récit. Et ce questionnement commence avec la violence pure et directe de la guerre. Simplement la pire face de l'humanité, la plus crue, celle qui s'entretue. Ici, on n'est même plus sur un questionnement. C'est juste un constat des actes horribles qu'on peut commettre en tant qu'espèce. Mais là où je trouve que l'intérêt de ce questionnement est le plus fort et le plus profond, c'est sur l'impact de la guerre sur chaque personne, en commençant par montrer que, par exemple, certains soldats deviennent tout simplement accros à la guerre. Le premier étant évidemment Frank, mais il n'est pas seul, beaucoup de soldats se retrouvent accros à l'adrénaline du combat, et une fois de retour chez eux, ils n'arrivent tout simplement plus à vivre normalement, rien ne leur procure des sensations aussi fortes, ou non en fait, tout simplement rien qui les attend chez eux de beaucoup mieux que cet endroit. Mais malgré tout, ils se doivent d'y croire pour avoir un objectif à atteindre, comme le dira d'ailleurs Goodwin. Oiseau de la liberté, descends me chercher. Je veux rentrer, j'ai eu ma dose, je ne supporte pas ça. Et c'est quelque chose qui est abordé assez rapidement dans le comics, et c'est bien parce que c'est un problème très important. Et souvent plus subtil que ce qui nous frappe en premier dans des histoires de guerre, tant la violence qui est déversée nous abasourdit. Souvent, on a tendance à oublier les êtres humains qu'il y a derrière, et les traumatismes qu'ils peuvent subir, et comment ces dits traumatismes impactent nos sociétés au sens large sur le long terme, avec un effet de boule de neige absolument terrifiant. Mais ce que je trouve le plus intéressant dans le traitement de la guerre dans ce comics par Ennis, c'est que j'ai l'impression qu'il l'utilise comme une sorte de catalyseur. Je sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez, mais à titre perso, je trouve ça assez incroyable d'apporter comme une sorte de twist un peu à des récits de guerre qu'on connaît déjà en fait sacrément bien. Parce qu'en fait, il suggère que la guerre agit comme une sorte de révélateur, amplifiant les traits de caractère et les convictions de tout le monde. Que ce soit la cruauté, le sacrifice, le désespoir ou le sens du devoir. Mais dans le récit, on voit quand même beaucoup plus le côté négatif des choses. Vous inquiétez pas, les gens restent des belles merdes, l'ambiance reste à chier, tout va bien. T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! En fait, imaginez que la guerre pour Ennis, c'est comme une sorte de boîte où il va prendre ses petits personnages, un par un, qu'on pourrait considérer comme lambda de base, même si on connaît pas leur passé, on l'imagine comme lambda parce qu'on nous le raconte pas ou très peu. Donc hop, on les balance dans la boîte, on secoue un petit peu et on voit quel côté horrible il va ressortir d'eux et on les montre de la manière la plus évidente et la plus crue possible dans l'histoire. Donc on assiste à des actes absolument ignobles commis par absolument tout le monde. Évidemment, je parle pas d'actes qui sont là pour gagner la guerre, on parle d'actes absolument ignobles qui sont là que pour assouvir leurs bas instincts dégueulasses et dans un endroit surtout où personne ne peut les réprimander. Si tu combines cet endroit horrible avec la vision de la guerre montrée par Ennis, on se retrouve donc avec un endroit horrible, sans loi, où les pires côtés des personnes ressortent en permanence, donc littéralement l'enfer. D'ailleurs, Goodwin dira à ce sujet « Une bête rôde dans le monde des hommes. La bête a plusieurs têtes. Elles ont toutes très faim et alors il faut nourrir la bête. Et à chaque génération d'Américains part en guerre dans ce seul but. La guerre pour la guerre qui pourrait être évitée, mais il faut du sang en quantité abondante et qu'il soit étranger ou américain n'a aucune importance. Et c'est à nous de nourrir la bête. » Et d'ailleurs, le récit expose parfaitement la dure réalité de la guerre et tous les petits détails qui vont avec, notamment sur la façon dont se comporte un groupe de soldats au quotidien. En fait, on est quasiment sur une expérience. Je m'explique. Quand je lis ce comics, j'ai l'impression d'être juste là pour observer des comportements absolument horribles. Et en fait, j'ai le sentiment que c'est l'essence même de ce comics. En fait, l'histoire expose de manière très poignante et très dure les aspects les plus sombres de l'humanité pendant la guerre. Y compris les scènes les plus brutales, les plus grands traumatismes, et tout ce à quoi Castle et ses camarades sont confrontés au cours du récit. L'histoire montre donc des actes de violence extrême et d'autres actes absolument inhumains que je vais pas vous citer mais que vous pouvez malheureusement aisément imaginer. Castle et ses camarades sont amenés à perpétrer ou à être simples témoins comme nous de ces actes et en fait, on ne peut que être choqué par tout ce déversement de violence quasi ininterrompu. Et encore une fois, je vous le rappelle, sans repère moral distinct qui vient nous rappeler la conduite à suivre entre guillemets. Il n'y a pas de héros. Mais une question qu'on peut clairement se poser, c'est que nous, en tant que lecteurs, on est choqués par ce qu'on voit, mais on est à l'extérieur de l'histoire. Donc un des trucs qu'on est supposé se dire, c'est « Mais imaginez l'impact que ça a sur les personnages de l'histoire, et surtout sur Frank. À quel point ça a pu le changer, et c'est là que c'est intéressant, on sait pas où est la limite. Est-ce que la guerre l'a changé complètement? Un tout petit peu, moyennement? On sait pas, et on saura vraiment jamais. » Qu'on voit au fur et à mesure de l'histoire que les atrocités de la guerre ont un impact profond sur la psyché de Frank Castle. L'histoire va en fait nous montrer comment il est progressivement amené à un état d'esprit de plus en plus sombre et de plus en plus brutal, érodant sa foi en l'humanité en renforçant son désir de justice à tout prix. Ressortant donc ses pires côtés à la sortie de la petite boîte, comme si tout ça entraînait une sorte de désensibilisation à la violence et surtout à la mort.
comme si c'était devenu banal en fait, un simple élément de l'existence d'enlever la vie à quelqu'un. Ce qui évidemment va rendre chaque meurtre de sa future croisade un peu moins difficile à chaque fois, ce qui renforce le côté cercle vicieux infini qui s'auto-alimente de la croisade de Frank, cette fameuse guerre infinie. Mais si Frank semble dès le début du récit à sa place dans cet enfer, on le voit bien et on le comprend bien surtout. Il est accro à la guerre, c'est sa raison de vivre, son domaine, sa mission. Il ne vit que pour faire la guerre, c'est le seul endroit où il est réellement à sa place. Ce qui contraste énormément avec le personnage de Goodwin, notre narrateur. Parce que ce qui saute aux yeux, c'est que sa naïveté n'a aucune place dans cet endroit et dans cette guerre. Son discours qui, je vous le rappelle, est supposé nous représenter nous en tant que lecteurs, il est le personnage à peu près moral auquel on peut se rattacher. Il paraît complètement déconnecté de la réalité de ce que nous montre le comics. Comme si son idéalisme n'avait pas sa place à cet endroit, qu'il s'était juste trouvé au mauvais endroit au mauvais moment et qu'il allait en payer le prix fort. Et que ces idéaux qui, hors de la guerre, pourraient paraître normaux, même pas idéalistes en soi, paraissent ici complètement illusoires. Comme si on avait fermé la porte de la bonté, de l'humanité autour de cet endroit et que le diable avait jeté la clé. Et dans un endroit aussi difficile, tous les personnages, dont Frank, sont confrontés à des dilemmes moraux complètement tordus. En fait, le récit prend un malin plaisir à mettre Frank dans des situations où il va devoir réagir. Et évidemment, le but est de nous mettre, nous, en tant que lecteurs, face à ses décisions et littéralement le juger sur les choix qu'il fait, et chaque choix va un peu plus étoffer la personnalité de Frank et dessiner petit à petit ses limites morales parce qu'en fait, il se trouve notamment à devoir exécuter des ordres militaires qui entrent en contradiction avec ses propres valeurs morales. Ce qui, bien sûr, va l'amener à remettre en question sa notion de loyauté et de justice. Et c'est là un des tours de force du comics. Parce que vous vous en doutez bien, c'est bien plus largement, bien plus compliqué que ça. Parce qu'on a besoin d'un gars comme lui pour sortir de cet enfer, et que ça, c'est pas à notre honneur. Dira Goodwin en parlant de Frank, croyant encore à la lumière au bout du tunnel, au retour à la vie d'avant. Et de manière générale, le récit est un excellent exemple d'une des choses qui caractérise le mieux le Punisher, son compas moral qui lui est unique. Les lignes qu'il trace et qu'il considère comme infranchissables sont clairement pas celles du commun des mortels. Et évidemment, quiconque franchit ces lignes morales se retrouve mort. Qui que ce soit un ennemi ou un membre de son équipe. Et cette droiture morale qu'il définit lui-même, il l'a depuis cette époque et punit littéralement les personnes qui la franchissent de la même façon. Son monde est littéralement fait en noir et blanc. Il n'y a aucune zone grise, aucun compromis. Pour Frank, tu es soit bon, soit mauvais, soit vivant, soit mort. À chaque fois que Frank il va passer un criminel, il est comme ça le con. Je vais t'étrangler. Il en viendra même à dire, en parlant de sa famille, « Parfois je me dis qu'ils sont ma dernière chance. » Comme s'il y croyait encore, comme s'il pouvait encore se sortir de son enfer personnel, comme s'il y avait encore une chance. Alors que le frérot il est perdu depuis longtemps. Et pour les personnes qui connaissent le personnage, vous savez que Frank va suivre ses convictions personnelles pour le meilleur ou pour le pire. Le personnage a évidemment bien des défauts, ses actions sont plus que réprimandables et il est bien au-delà d'une quelconque rédemption à mes yeux, mais c'est toujours quelqu'un qui va suivre ses convictions personnelles jusqu'au bout. Et comme j'ai dit, il va nous montrer petit à petit, à coups de dilemmes moraux et de prise de décision, et en fait, on va assister petit à petit à une sorte de transformation de Frank Castle. Sa transformation en Punisher, tout simplement. Comme j'ai pu essayer de vous l'expliquer durant cette vidéo interminable, on s'aperçoit très vite que Frank Castle n'était pas quelqu'un de bon au moment où il a perdu sa famille. Que le malheur qu'il a subi en la perdant n'arrivait pas à une personne lambda, qui n'avait rien à se reprocher ou qui avait une bonne moralité. Frank n'est pas quelqu'un de bon et ça date pas du jour où il a enfilé le costume. Mais en lisant Bourne, on s'aperçoit qu'il n'est pas une bonne personne et ça dès le début du récit. Il fait des actes horribles dès les premières pages et forcément on peut donc clairement se demander jusqu'où remonte sa transformation en Punisher. À quel moment a-t-elle commencé? Eh bien ce comics ne va pas nous donner la réponse. Quoi? Oui, je sais, c'est dommage, mais c'est pas le rôle du comics et justement nous laisser dans le flou c'est encore plus intéressant. Le but, c'est la question qu'il pose à la base. Parce que le rôle de Bourne, à l'époque de sa sortie, était de remettre en doute la sacro-sainte origine du Punisher, comme quoi cet événement de Central Park était le moteur ultime de toute sa croisade. Comme quoi il avait juste basculé du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, de bonne personne à mauvaise personne. Non, c'est clairement une vision trop simpliste de la psyché d'un personnage comme le Punisher. Elle se devait d'aller plus loin dans l'idée, on devait clairement pousser plus profondément sa psyché. Et pas réduire sa croisade à un simple événement, ce qui est franchement réducteur et surtout pas très réaliste si vous voulez mon avis. Mais qu'est-ce qu'on doit savoir faire avant de révolutionner un personnage? Il faut déjà savoir l'écrire de manière basique. Donc Ennis va se permettre d'exposer un à un au cours du comics
Tout ce qui fait de Frank Castle un personnage incroyablement intéressant sur le papier. Tout y passe. Quand on lit le comics, ça fait encore plus d'effet, parce qu'en fait, on connaît la suite de sa vie et la suite de son histoire. Franchement, ça ajoute un poids considérable, ça rend ce point de départ encore plus percutant et difficile à lire presque. Vas-y, j'exagère pour le drama, mais vous avez compris. Mais exposer seulement la qualité du personnage qu'on connaît déjà n'était évidemment pas suffisant pour faire de cette histoire un chef-d'œuvre qui marquera le personnage pour toujours. Et pour arriver à ce genre de choses, Ennis va déjà commencer par mettre dans la tête du lecteur que Frank Castle est à cette époque déjà trop attaché à la guerre, qu'il est déjà tombé du mauvais côté du spectre, trop dans le combat, il est accro tout simplement. Petit à petit, au cours de l'histoire, on va s'apercevoir que le personnage n'a jamais été en quête d'une quelconque justice. Alors oui, dans sa future croisade, il va aider aussi des personnages de manière directe. Le personnage n'est pas totalement et entièrement dénué d'un bon fond. Mais ce qui est clair, c'est que selon Ennis, et c'est clair vraiment quand on lit le comics, Frank Castle fait ça pour des raisons purement égoïstes. Il fait ça parce qu'il est accro et parce qu'il n'arrive pas à se détacher de son besoin de guerre, de sang, d'adrénaline. En fait, ce comics permet aussi, si on cherche un peu plus loin, de comprendre que même dans un univers alternatif où Frank réussirait à éradiquer le crime complètement, il ne serait pas satisfait, il ne serait pas heureux. Tu peux discourir sur ton devoir, sur l'importance d'empêcher l'ennemi de tuer la moitié de tes hommes dans leur sommeil. On sait, toi et moi, qu'il ne s'agit pas de ça. T'es-tu jamais senti aussi vivant ? Car il n'aurait plus de but et plus de guerre dans laquelle combattre. Donc le personnage devient une sorte de paradoxe vivant. La classique, il veut éradiquer le crime de manière complète et totale, mais au final, il ne peut pas vivre sans. Et franchement, les extrémités jusqu'où il est prêt à aller pour conserver ce combat, et ce, dès le début de cette histoire, qui se situe pourtant dans son passé relativement lointain. Ça fait vraiment froid dans le dos. Parce que, et ça c'est un des traits connus du personnage, mais rien ni personne ne se mettra en travers de la route de l'accomplissement de ce qu'il considère comme son devoir. Parce que c'est tout ce qui compte pour lui, littéralement. Peu importe qui tu es, qui tu as été pour le personnage, si selon ses standards et ses valeurs tu tombes du mauvais côté du spectre, il te tuera. Parce qu'une chose primordiale à mes yeux sur le personnage et qui fait toute la différence avec le Punisher par rapport aux autres personnages de l'univers Marvel, c'est qu'il agit sur son propre chef, de ses propres idées. Si dans ta tête une personne doit mourir, elle mourra. Personne n'est là pour le contredire. Il n'a aucune boussole morale comme nous dans ce comics. Il n'a aucune demi-mesure et ne prend en compte que son avis et ses croyances pour décider du sort de tous les individus qu'il décide de tuer. D'ailleurs, pour appuyer ce côté dangereux du personnage, je trouve que la façon dont il est présenté est quasiment surhumaine en fait dans l'histoire. Durant certains passages, on comprend pas comment il peut faire tout ce qu'il fait. C'est limite surnaturel en fait, et c'est là où le comics est particulièrement pertinent, encore une fois. Vu qu'on ne suit pas l'action en continu, comme dans un film par exemple, ce qui se passe entre les cases dans un comics n'est que notre imaginaire, et comme chacun le sait, rien n'est plus terrifiant que l'imagination. Et les créateurs de ce comics ont l'air d'en avoir parfaitement conscience, et vont donc parfois nous laisser volontairement dans le flou, au niveau de ce qu'a fait le Punisher de manière précise à certains passages, renforçant ainsi son aura et son mythe et cette impression que rien ne peut lui arriver. Mais ça de toute façon, ça va de pair avec l'action de manière générale dans le comics qui est tout bonnement excellente. Je trouve d'ailleurs que la quantité d'action dans l'histoire est assez faible et ça sert grandement, je trouve, le ressenti global du comics. Cette espèce de retenue au niveau des scènes d'action dans les 3 premiers numéros renforce de manière naturelle l'attention et surtout renforce nos attentes sur celle qui va arriver. Et vu que la dernière séquence est une des meilleures séquences d'action que j'ai pu voir dans un comics de toute ma vie, eh bien le sentiment c'est que j'ai été bien content d'attendre, surtout pour avoir ce résultat. Je trouve ça toujours beaucoup mieux que le style de certains comics qui donne cette impression de devoir absolument foutre une scène de baston à chaque numéro pour contenter le lecteur. Schéma que de manière générale, je reproche beaucoup aux comics du Punisher. Je trouve qu'honnêtement, il y a beaucoup de pampans la bagarre pour rien. L'ouragan. Même si certains cas font exception, mais c'est un autre sujet et je m'égare. Mais du coup, pour en revenir à cette fameuse fin... Fabriqué en 1957 par Sako Défense, chambré en 7,62 x 51 mm avec une crosse dans la continuité de sa carcasse en acier, armé grâce à des bandes métalliques détachables M13, surnommé le cochon et utilisé majoritairement durant la guerre du Vietnam, la M60 est une arme capable de semer la mort à n'importe quel endroit où elle est déployée, comme un certain Frank Castle. Sauf qu'une arme, il faut quelqu'un pour la manier. Et du coup, qui c'est qui manie Frank Castle ? Dès le début, Frank a comme une sorte de voix interne dont on ne connaît pas l'origine. Et on va d'ailleurs jamais la connaître son origine, durant ce comics en tout cas. Et chaque lecteur peut la considérer comme il le souhaite. C'est un choix personnel, ce qui est d'autant plus intéressant selon moi. Vous voulez la considérer comme paranormale ? Allez-y. Ou bien tout simplement comme une maladie ou un problème mental quel qu'il soit ? Allez-y. À titre personnel, j'avoue que la théorie du paranormal me plaît énormément et je trouve qu'elle ajoute énormément de poids au personnage et aussi à l'histoire. Je vois ça comme si littéralement le diable lui susurrait à l'oreille et en trouvait un sujet sur Terre qui a les capacités et l'envie de devenir une main armée pour lui, alimentant les guerres et les conflits sur Terre sans même le vouloir. Au contraire,
en voulant l'opposer. Et ça, c'est fou en termes d'écriture de personnage. Que Frank ne s'aperçoive pas qu'il alimente ce qu'il combat, je trouve ça absolument exceptionnel en termes d'écriture. Lors de ce final magistral que j'aborderai plus en détail visuellement après, on peut avoir l'impression que le Punisher va compléter ce pacte avec le diable et va compléter en même temps sa transformation en Punisher. Je peux m'arranger pour que tu fasses toujours ça, Frank. Il y aura un prix à payer, mais tu n'auras jamais à t'arrêter. Grâce à cet acte lors du final, il va avoir ce qu'il veut, une guerre sans fin. Il va finir par trouver un moyen, par trouver ce qu'il cherchait sans même le savoir depuis le début de la guerre du Vietnam, une guerre sans fin qui s'alimente d'elle-même et que Frank alimente de lui-même de manière à nourrir son besoin de guerre et de combat constant. En fait, cette fin est la façon dont elle émet une hypothèse sur les origines du Punisher qui à la fois respecte et apporte un twist potentiellement complètement fou sur toute sa croisade. Genre littéralement tout ce qui fait le personnage. Bordel, c'est fantastique. Et ça, c'est quand même un peu fou. Parce que je rappelle qu'en gros, si on résume mon ressenti sur tous les comics du Punisher que j'ai lus... Ah, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... rien en fait. Donc pour que je trouve que le comic soit une masterclass à ce point, c'est vraiment qui m'a convaincu. Non mais je veux dire, je parle beaucoup de trucs incroyables et fantastiques, mais là vraiment, on est sur le top du top de ce qui se fait en termes de comics. C'est intéressant, c'est intelligent. Et au final, je trouve qu'avec cette espèce de pacte final entre guillemets que va faire Frank, c'est qu'Ennis assume d'une certaine manière qu'en faisant ce pacte, en fait, Frank perd une partie de son humanité qu'il ne retrouvera plus jamais. Un peu à l'image en fait des soldats qui participent à la guerre de manière générale. Chacun d'entre eux doit faire un pacte en s'engageant. Perdre une part de leur humanité pour servir leur prochain. Évidemment, c'est simpliste comme conclusion sur le service de son prochain et sur la guerre. Je sais que c'est plus compliqué que ça, mais vous avez saisi l'idée. Un autre concept ou idée qu'on pourrait tirer du comics est cette espèce d'impression qu'à plusieurs reprises, sans que ce soit implicite, on dirait que Frank croit qu'il peut gagner la guerre du Vietnam à lui tout seul. Littéralement. Pas dans le sens où il considère pas ses camarades comme utiles, mais plutôt dans le sens où s'il doit combattre tout seul contre tout ce qu'il considère comme ses ennemis dans cette guerre, eh bien il le fera et ça sans hésiter. Et fera tout pour l'emporter, quitte à tuer une quantité innombrable de personnes au passage. Ça vous rappelle pas quelque chose ça ? Eh oui, c'est quelque chose qui va faire tout le reste de sa vie avec sa future croisade. Ce sera pas une guerre au sens littéral du terme, mais ça en sera une quand même sur le principe, et ça bordel c'est vachement cool, surtout quand on voit qu'il a l'air de se sentir plus vivant que jamais. Presque à éprouver du plaisir à se retrouver dans ce genre de situation, c'est terriblement malsain. Pour conclure, avant d'entamer sur la partie graphique, j'ai vraiment envie de dire que ce final, pour moi, est la perfection. Littéralement, je n'ai rien à reprocher à ce final, c'est vraiment la perfection. Il fait parfaitement ce que doit faire le final d'une histoire qui a pour but de révolutionner, de marquer un personnage. Soit être parfaitement écrite, conclure l'histoire de manière satisfaisante et logique, tout en ajoutant un twist qui remet en question tout le personnage, sans pour autant chier sur les principes et les raisons pour lesquelles le personne l'aime. Tout simplement parfait de mon point de vue, une immense fin. Mais franchement, dire que le comic se résume à son histoire, à ses thèmes, ses messages et à son traitement du personnage principal, ça serait franchement une hérésie. Parce qu'il y a évidemment une partie qui défile sous vos yeux depuis tout à l'heure et que vous avez forcément remarqué. Je parle bien sûr de la partie graphique dessinée par Darick Robertson. Et pour parler de cette partie graphique, je voudrais commencer par parler d'une personne qui exerce un métier que j'ai rarement cité, peut-être même jamais sur la chaîne. Je vais vous parler de Paul Mounts. Parce que Paul Mounts, c'est le coloriste de ce comics. Et la couleur, c'est vraiment ce que j'ai envie d'aborder en premier pour une raison toute simple mais ô combien importante. Le comic se déroule donc en très grande et majeure partie lors de la guerre du Vietnam. Comme je l'ai répété environ 53 fois dans cette vidéo, je commence à devenir zinzin. Et cette guerre, vu à quel point elle a marqué profondément les États-Unis, forcément, elle a été traitée dans de multiples œuvres. Mais c'est encore une fois l'exemple des films que je vais prendre. Avec le temps et l'accumulation des films, la guerre du Vietnam a commencé à avoir ses propres codes au cinéma et donc dans l'imaginaire collectif sur plein d'aspects, mais surtout au niveau de la couleur. En effet, la guerre du Vietnam se déroule majoritairement dans des décors similaires de jungle à chaque film ou presque. Les mêmes couleurs ont tendance à revenir. Et au lieu d'essayer de se démarquer de ces classiques du genre, au contraire, ils vont aller en plein dedans et du coup jouer avec toutes ces couleurs. Notamment à un niveau précis, celui des contrastes. Parce que oui, quand on se retrouve dans la jungle, les deux couleurs qu'on retrouve majoritairement, c'est évidemment le vert des feuilles, de l'herbe, de la forêt et évidemment le marron de la terre. Du tronc, des arbres, mais aussi des constructions en bois. Au final, ces couleurs sont là pour symboliser la nature sauvage et hostile de la jungle vietnamienne, mais du coup, tout ça reste donc majoritairement dans ces deux tons, ce qui rendrait les différents films et les différents visuels très neutres. Sauf que c'est là qu'interviennent les deux autres couleurs majoritairement présentes dans ce genre de film. Je vous laisse deviner. Non, je rigole, j'ai pas le temps, sinon on est encore là en 2028, c'est le rouge et le orange. Tous les deux sont évidemment présents à l'écran lors des différentes explosions, incendies et n'importe quel autre moment où des batailles ont lieu. Le rouge et l'orange sont donc là en priorité pour représenter deux choses,
la violence de la guerre et le sang. Et quand on contraste ça avec les couleurs vertes et marron, on se retrouve avec une palette de couleurs qui fonctionne merveilleusement bien ensemble pour commencer. Mais surtout qui permettent d'accentuer encore plus l'horreur de la guerre et le côté dangereux des différentes armes déployées. Parce qu'elles le sont dans des décors souvent très naturels qui en plus brûlent facilement. On se retrouve donc de manière naturelle avec des scènes super impressionnantes dues à ce fameux contraste. Et pour peu qu'on ait un directeur photo de talent, on se retrouve avec des images qui marqueront la pop culture et le cinéma pour toujours. Pour citer quelques exemples, parce que j'aime bien faire ça, on peut évidemment citer le classique ultime du genre Apocalypse Now, ou encore un autre classique du genre sur la guerre du Vietnam, le fameux Voyage au bout de l'enfer. Et comme dernier film, j'aimerais citer un film qui représente parfaitement ces influences visuelles de la guerre du Vietnam sur certaines de ses scènes. Alors que le film est très récent et n'est pas du tout un film sur la guerre du Vietnam. Je veux bien sûr parler de Kong Skull Island, qui a l'air d'avoir des plans tout droit sortis de Apocalypse Now, qui mettent parfaitement en scène ce fameux contraste. Putain, ce plan de Kong, il me bute à chaque fois, il est vraiment trop beau, absolument incroyable. Quand on voit ces images, c'est vraiment frappant que ces films sur la guerre du Vietnam ont vraiment une ambiance visuelle et surtout au niveau des couleurs, qui est très codée mais surtout très remarquable. Donc forcément, quand on fait un comic sur la guerre du Vietnam, si on veut rester dans le thème et rappeler aux personnes instantanément ces films, il faut les faire plonger directement dans l'ambiance. Il faut faire exactement le même travail au niveau des couleurs et c'est exactement ce que Paul Mann a fait pour ce comics. Chaque page, ou presque, nous donne l'impression d'être dans Apocalypse Now. Le travail qui a été abattu au niveau de la colorisation est absolument incroyable. Le contraste entre la nature et la guerre est frappant et ce qui est le plus fou, c'est que même longtemps après ma lecture, je me souviens de certaines planches. Pas forcément parce qu'elles m'ont marqué de par leur impact émotionnel, mais surtout parce qu'elles m'ont marqué visuellement. Il y a vraiment des scènes où on dirait que l'enfer vient de débarquer sur Terre, c'est hallucinant. Ce comics n'a clairement rien à envier sur les grands films du genre visuellement, au niveau des couleurs c'est d'une maîtrise folle. Et surtout c'est super immersif, parce que quand on voit les pages de Punisher Born, quand on les lit, on est littéralement directement plongé dans la guerre du Vietnam, de la manière dont on l'a toujours vu dans tous les films qui en parlent et qu'on a déjà vu. On comprend de suite où on est, et donc on a le contexte qui va avec. Bref, avant même de dire son premier mot, le comics a déjà ponté son décor à la perfection. Mais évidemment, il n'y a pas que la couleur qui fait que ce comics est une bombe visuellement, il y a également les dessins de Darick Robertson. Les dessins de Darick Robertson sont tout bonnement exceptionnels. Voilà, ça c'est dit, mais de toute façon, on est sur une personne qui avait déjà marqué le personnage de son empreinte. Avec notamment ces fameux épisodes en duo avec Wolverine lors du run précédent d'Ennis sur le Punisher. Il n'était donc clairement pas étranger au perso, et ce qu'on peut dire clairement, c'est que son style correspond à la putain de perfection avec le personnage. Il y a dans le style de Darick Robertson une dureté vraiment énorme, une certaine envie de tout montrer, de ne jamais cacher quoi que ce soit, et de flirter avec la limite de ce qu'on peut montrer dans un comics Marvel. J'ai l'impression que l'idée derrière tout ça, c'est presque de choquer le lecteur, de lui montrer l'horreur de la guerre, à quel point tout le monde et tout ce qui se passe est horrible. Car une fois ces visions d'horreur qui s'enchaînent, le Punisher ressort d'autant plus, participant à ces horreurs au lieu de purement les combattre comme un héros pourrait le faire. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les dessins font mouche quand ils arrivent à nous raconter une histoire. Autre chose, qui est d'une importance capitale dans les dessins de ce comics, mais bon, des comics en général, ce sont les émotions des personnages. Forcément, on parle de la guerre du Vietnam, c'est une des guerres qui a le plus marqué les personnes qui y ont participé. Mon point est de dire que toutes les émotions que ressentent tous les personnages qui sont dans ce comics sont vraiment hyper importantes pour l'histoire. Surtout quand on met en perspective l'objectif du comics qui est de travailler le personnage de Frank, et c'est là que quelque chose m'a frappé quand j'ai lu ce comics. Très souvent, Frank paraît être sans émotion. Ou du moins, s'il en a, il ne les montre quasiment jamais, et c'est là toute la magie du comics. Parce qu'au contraire, tous ses camarades vont se montrer complètement en proie à leurs émotions hyper vulnérables. On va montrer leur réaction à chaud sur tout ce qui se passe pour créer un contraste encore plus important entre Frank et les autres personnages. D'ailleurs, très souvent dans ce comics, Frank va accomplir des actions typiques du Punisher, c'est-à-dire utiliser ses compétences bien au-dessus de la moyenne et ses talents pour sortir tout le monde d'une situation compliquée en sauvant le maximum de personnes de son côté. Parce qu'en gros, chaque ennemi qui croise la route de Frank, il finit inévitablement par se dire « On s'est fait défoncer, mais défoncer, même pas avec la vaseline, ils nous ont mis le sable du rivière. » Et sur chacune de ces actions, évidemment, on voit l'action en question. On a surtout un gros zoom en 4K sur la tête de ses camarades, et ça a deux effets principaux. Comme je l'ai dit, nous montrer qu'ils sont humains et qu'ils ressentent des émotions, et en fait, qu'on puisse se mettre à leur place, qu'on s'identifie, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et si on se met à leur place, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, c'est que l'objectif du comics est réussi. Et le deuxième effet est un effet auquel je suis particulièrement sensible dans les histoires en général, c'est de montrer des personnes qui sont supposément supérieures ou du moins plus habituées dans un domaine bien précis, réagir de manière très impressionnante. Pour donner un exemple avec ce comics, quand on voit les camarades de Frank réagir en étant super impressionnés ou avoir peur de ce que Frank réalise,
C'est pas une personne lambda qui réagit, on parle de militaires qui ont l'habitude de ce qui se passe, et étant donné que l'habitude crée une lassitude, on s'attendrait à ce qu'ils ne réagissent pas, ou très peu, ou de manière complètement différente du commun des mortels. Là, ils réagissent tous comme le commun des mortels, tirant des tronches pas possibles sur ce que fait Frank. Et donc, ça décuple par là même le côté spécial de ses actions en question. Et forcément, ça place Frank sur un putain de piédestal au sein de ce récit. Et ça, sans avoir eu à prononcer le moindre mot, encore une fois, on raconte une histoire avec les dessins. C'est vraiment fort. Et si on rajoute à ça que, comme dans l'immense majorité des comics Marvel et DC, on fait tout ce qu'il faut pour iconiser son ou ses personnages principaux, ce comics n'y réchappe clairement pas. On se retrouve instantanément avec Frank Castle qui semble écarté du reste de ses camarades de manière complètement naturelle et sans même qu'on s'en aperçoive. En fait, il semble même complètement écarté de l'humanité. On en fait quelque chose de plus grand. Son importance au sein du récit visuellement est donc clairement au-delà du simple fait qu'il est le personnage principal de l'histoire. Cette guerre a inspiré un dicton. La vengeance est une saloperie. Ici, à Valley-Forge, on en a un autre. Celui qui condamne la vengeance ne connaît pas Frank Castle. Un détail qui saute peut-être pas aux yeux quand on lit le comics pour la première fois et qui va avec tout ce que j'ai dit sur les dessins et tout ce que vous avez vu depuis tout à l'heure, montre que le comics n'a aucune double page. Enfin, c'est pas exact. Le comics en a 2 et elles interviennent justement à la fin de ce comics. En fait, on dirait que visuellement, le comics se retient, qui ne veut pas donner dans le sensationnalisme, mais plus dans le réalisme et dans l'émotion. Puis à la fin, explosion! Tout le dernier chapitre se déroule sur la même action, si je peux dire. C'est une seule séquence globale, et justement, la première double page est là pour la lancer. En plus de ça, bordel, la page est hyper impressionnante, avec cette espèce de lumière aveuglante au centre complètement en contradiction avec le côté très froid du comics jusqu'ici, et ces centaines de personnes qui attaquent la base du Punisher. Je me chie dessus. Les gars, je me chie dessus. Autant vous dire que quand vous la voyez passer cette page, vous la retenez parce qu'elle vous marque. Elle paraît tellement différente de toutes les autres pages qu'on a vues jusque-là. On devient donc tout de suite captivé, et ça nous replonge directement dans le récit. Et autant vous dire que, visuellement, la récompense est à la hauteur de cette page. Le dernier chapitre étant vraiment un récital visuel de A à Z, on dirait vraiment que l'enfer vient de débarquer à cet endroit, c'est vraiment hallucinant. Tout est horrible, et à ce moment, un personnage ira même jusqu'à dire « Dieu n'existe pas, crétin, regarde autour de toi ». Et en fait, c'est tellement fort qu'on sent vraiment que tout le comics voulait en arriver à ce point-là, que c'était vraiment son point culminant, que tout ce build-up lent et méticuleux était pour arriver à cette déferlante de violence. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Pour nous représenter justement les réactions de Frank à ces événements. Et c'est là que ses émotions vont se faire voir pour la quasi première fois. Comme si une fois au cœur de l'enfer, Frank pouvait enfin laisser libre cours à ses instincts, ne plus retenir ses émotions. Comme si ce chapitre était la représentation de la raison de vivre de Frank. Sa raison d'être, ce qu'il considère comme étant sa mission. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Et voilà. C'est comme ça que ce comics démontre que le Punisher n'est pas simplement né ce jour tragique à Central Park. Et il nous montre même peut-être qu'il n'est pas né dans la guerre du Vietnam, mais avant. L'histoire profonde et complexe de notre personnage remonte à bien avant ces événements. Le fait que ces problèmes trouvent leurs racines dans son passé le rend, en tout cas à mes yeux, encore plus captivant en tant que personnage, et lui permet surtout de sortir du cadre qui lui a été désigné de par son existence même et les attentes du public. En faisant ça, Garth Ennis retourne complètement le personnage, chose assez rare en comics, en tout cas à ce point-là. Punisher Born nous montre que Frank Castle portait déjà en lui une part de sa future croisade, une part de sa détermination à combattre le crime à tout prix. C'est bien le bon mot, à tout prix, parce qu'il en a besoin pour vivre. Et comme vous l'aurez compris, c'est là le sujet principal du comics. Et c'est cette exploration de son passé qui ajoute une couche supplémentaire de profondeur à ce personnage qui aujourd'hui est plus qu'emblématique. En comprenant que le Punisher n'est pas simplement une création de la guerre, ou d'une simple tragédie isolée, mais plutôt le résultat de la somme de ses expériences, de ses choix et de ses démons personnels, ça permet d'apprécier encore plus, davantage, la complexité du personnage en question. L'obsession de Frank Castle pour la justice, à travers la violence, ne trouve pas ses origines dans un seul événement, mais dans une série de moments sombres de sa vie. C'est un rappel que nos héros, anti-héros, ou en l'occurrence, méchants, car oui, au final, pour moi, le Punisher se rapproche bien plus d'un antagoniste que d'un anti-héros, donc sont souvent façonnés par un passé bien plus complexe que ce que l'on pourrait imaginer au premier abord. Et c'est ça qui fait la richesse des comics, de leur univers et de leurs personnages, fascinant à développer au travers de dizaines d'années par des scénaristes toujours différents qui apportent leur pierre à l'édifice. Tout ça pour dire que c'est le meilleur comics Punisher de l'histoire, c'est pas le scandale du siècle. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir ce personnage emblématique sous un nouvel angle. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de Born de manière générale et de l'angle qu'a choisi Ennis pour raconter les origines du personnage? Est-ce que le comics vous a plu ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments de cette histoire que vous auriez aimé voir plus développés?
Et quel aspect de l'histoire ou du personnage du Punisher vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire. Évidemment, n'oubliez pas de liker et de partager si vous avez apprécié, et abonnez-vous pour plus de contenu sur vos comics préférés. J'en profite pour vous dire que si le personnage du Punisher vous intéresse, je ressortirai certainement des vidéos sur le personnage, parce qu'il y a d'autres comics qui je pense sont particulièrement intéressants à analyser sur le personnage en question. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire sur un comic que vous aimeriez que je traite dans un prochain épisode, ça peut me donner des idées. Mais surtout, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de la Cave du Mills, qui est un très gros fan du personnage et qui a sorti des vidéos particulièrement intéressantes sur lui. J'en profite pour vous laisser en lien des vidéos de créateurs que je trouve excellents et qui ont fait des vidéos sur les différents films que j'ai pu citer si ça vous intéresse d'aller creuser le sujet un peu plus loin. Je vous conseille vraiment très fortement ces vidéos qui sont vraiment excellentes. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, avec les histoires, l'aventure ne prend jamais fin.